Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Dev du jeudi, l'épisode 13. J'espère que ça ne va pas nous porter malheur. Je vais partager mon écran. Ok, donc l'épisode 13 aujourd'hui. William est de retour avec nous cette semaine. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de création de composants FireMonkey, pas de composants VCL. Pour les composants VCL, je suppose que vous trouverez tout sans problème sur le web, il y a des tas et tas de choses là-dessus. Les composants FireMonkey, c'est un petit peu différent, donc on va voir justement, on va parler de ça aujourd'hui pour voir comment ça se passe. On créera un composant qui n'utilise pas les styles. On va voir qu'il y a différents types de composants. On créera également un éditeur de propriété de composants, on verra ce que c'est. Et on créera un composant stylé, sans S d'ailleurs, il y a une belle faute d'orthographe. Voilà. Ici, il y a plusieurs styles en fait, donc voilà, c'est pour ça, non, je déconne. Donc on verra la différence justement entre les composants stylés et ceux qui ne le sont pas, en fait. Donc on verra comment ça se passe. On va commencer toujours pareil, les nouveautés. Bon, c'est nouveau, je dis nouveauté, mais c'est plus vraiment une nouveauté maintenant. Le RAD Studio X4, donc qui est arrivé maintenant, hein, comme d'habitude. Hop, j'envoie les liens comme ça, vous pouvez les récupérer ici. Donc je rappelle le RAD Studio X4, d'ailleurs on va travailler avec la X4 maintenant jusqu'à la fin sur les derniers épisodes. La principale nouveauté du RAD Studio X4, c'est l'arrivée du développement natif iOS. On en a parlé la semaine dernière, il y avait un épisode dédié là-dessus. Les offres en cours, donc il y a toujours l'offre de lancement du RAD Studio X4 qui a été prolongée, donc vous avez possibilité de bénéficier de 10% de remise. L'offre est prolongée jusqu'au 28 juin 2013. En fait, c'est jusqu'à la fin du mois, mais le 28 juin étant un vendredi, le temps de passer les commandes et tout ça, donc voilà, pour ça que je dis le 28 juin. Donc si vous voulez bénéficier de l'offre, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Il n'y a pas de problème. Je vérifie si la page a bien été mise à jour en plus, ok, donc c'est parfait. Bien préciser que c'est bien le 30 juin, 28. Voilà, donc 10% de remise si vous achetez un Delphi, un C++ Builder ou un RAD Studio. Voilà, vous pouvez bénéficier de 10% de remise. Il y a également les composants FireDAC qui sont là. Je rappelle que les composants FireDAC, c'est des composants d'accès aux données qui vont nous permettre d'accéder aux principales bases de données du marché. On retrouve toutes les bases avec lesquelles on pouvait accéder à partir de DB-Express. On en retrouve d'autres également qui n'étaient pas supportés par DB-Express. Voilà, on a déjà parlé de FireDAC, il y a déjà eu un épisode où on en a parlé. Il y a une offre en cours, je rappelle que FireDAC, étant donné que c'est pour les accès aux données, est disponible sur les éditions Entreprise Ultimate ou Architect de RAD Studio, Delphi ou C++ Builder. Pour ceux qui sont en version professionnelle, il existe un pack spécifique pour pouvoir bénéficier de FireDAC. Qui vous permet de bénéficier à un prix plus avantageux, simplement des composants FireDAC. Voilà. Donc, si vous souhaitez en bénéficier, n'hésitez pas à nous contacter encore une fois. Également, pour ceux qui font du HTML5 Builder, donc si vous achetez soit le produit HTML5 Builder, puisqu'il peut être acheté séparément, soit si vous achetez un RAD Studio, parce que le RAD Studio intégrera automatiquement le HTML5 Builder, vous pouvez bénéficier de la Platinum Grid, qui est une grille donc, qui va vous permettre d'avoir
une grille avec beaucoup plus de facilité, de possibilités que ce que vous avez en standard dans le HTML5 Builder. Hein. Possibilité d'avoir des tris, de déplacer les colonnes, des filtres, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont possibles, des colonnes avec plein de types d'objets qu'on peut afficher, que ce soit du texte, des checkbox, des boutons et autres. Voilà. Donc une grille enrichie par rapport à ce qu'on a en standard, voilà, plein de possibilités. Et on va terminer avec les événements, puisque on va avoir le Codeway Tour 2013. Alors on fait moins de dates que l'année dernière, je sais. Mais n'hésitez pas, vous allez pouvoir venir participer aux journées de présentation du RAD Studio X4. Le 10 juin, on sera à Toulouse, le 18 juin à Lyon et le 10 septembre à Paris. Donc notez ces dates dans vos agendas et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. Je rappelle que ces journées sont entièrement gratuites. Il y a des emails qui vont partir très rapidement là où vous pourrez vous inscrire pour toutes ces journées. Petite particularité pour le 10 septembre à Paris, puisqu'on sait déjà que Marco Cantu sera présent lors de cette journée. Voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à venir participer à ces journées. C'est l'occasion d'échanger, avec d'autres clients, avec d'autres personnes qui utilisent du Delphi. De voir des démos en live, de poser vos questions aussi. On fera des démos, on fera du dev iPhone, bien entendu, iPad, voilà. On parlera de FireDAC, on parlera de DataSnap aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir participer à ces journées. Et à Paris, il y aura Marco Cantu. Bien entendu, à Paris, il y aura William. Je ne marque pas William, mais c'est normal parce qu'il est présent à chaque fois. Voilà. Donc, vous pourrez aussi le voir et le croiser sur Paris. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir nombreux. Au passage, j'en profite pour dire que sur le dernier épisode du Dev du jeudi, lors de la fin de la journée, on passera 1 heure avec Marco Cantu, qui sera connecté aussi avec nous et qui nous présentera un petit peu ce qui est prévu, les produits et tout ça, et qui surtout répondra à toutes vos questions, hein, qui sera là pour répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas également à venir vous connecter pour le dernier épisode du Dev du jeudi. On aura la chance d'avoir donc Marco Cantu, en plus de William et moi, qui sera connecté et qui répondra à toutes vos questions. Ok. Juste avant de commencer, je vais vérifier s'il y a des questions par rapport à ça. Non, juste une personne qui demande s'il n'y a pas de présentation au Maroc. Non, malheureusement, on ne fait pas le Codeway Tour au Maroc. Mais non, j'aimerais bien, mais non, malheureusement, c'est pas prévu. Et il y a une personne qui me dit le 10 juin est un lundi, donc c'est une erreur et c'est le 11 juin dans ce cas-là. Je me suis trompé en mettant la date, en effet, c'est le 11 juin, parce que j'avais en date le 10 septembre, donc avec le 10. Donc c'est pas le 10 juin, en effet, c'est le 11 juin. Merci. Donc en fait, il n'y a qu'une seule personne qui suit, quoi, en fait. Ok. Bon, on va continuer. Et on va passer sur le RAD Studio X4. Donc on a dit, aujourd'hui, on va parler de composants FireMonkey. On va voir comment créer des composants FireMonkey. Et avant de parler de comment créer les composants FireMonkey, alors on va d'abord, je vais juste me mettre d'abord sur une application de bureau FireMonkey. Ok. Avant de commencer à créer un composant FireMonkey, on va déjà préciser une petite chose et on va regarder cette image. Je vais envoyer le lien pareil à tout le monde. Hop, voilà.
pour préciser quelque chose, et préciser quelque chose en l'occurrence qui est important. Donc ça, c'est la hiérarchie des classes FireMonkey. Et il y a quelque chose qui est très important qui est la notion du... la notion de classe dans laquelle on va hériter pour créer nos composants. Et il y a notamment, quand on regarde ici qu'on est sur T-control, en fait, on a notamment quelque chose qui est important, on a la notion de T-shape, en fait, hein, donc c'est ce qu'on va retrouver ici qui correspond tout simplement aux formes qui sont ici, d'accord, les cercles, les ellipses, les rectangles, les arcs de cercle, et ainsi de suite. D'accord, c'est ce genre de composants. Où c'est que j'étais? Voilà. Et les T-style, ceux qui vont hériter de T-style control, donc on va retrouver par exemple les panels, les textes, les edits, les boutons, enfin tous ces genres de composants, d'accord? Tous les composants classiques et standards qu'on va trouver, d'accord? Les edits, les boutons, n'importe quoi, un panel également, et ainsi de suite. D'accord? Donc il faut déjà bien comprendre la différence entre ces composants, qui vont être des composants qui vont hériter de T-style control, d'accord? Donc qui vont être des composants stylés, qui vont utiliser les styles, et les composants dont on a dit qu'on avait ici dans la partie forme, d'accord? T-rectangle, T-circle, T-ellipse, et ainsi de suite. D'accord? Qui sont des composants qui vont tous hériter à la base, c'est noté ici, de T-shape, et qui sont des composants qui ne sont pas stylés, d'accord? Qui n'utilisent pas les styles. D'ailleurs, si on regarde sur ces composants, si on regarde sur les composants panel, bouton, edit, si on clique avec le bouton droit, on va voir qu'on a la possibilité de modifier un style personnalisé ou de modifier le style par défaut. On a déjà parlé des styles dans FireMonkey. On avait parlé de FireMonkey. Donc on va pouvoir appliquer des styles à ces composants. D'accord. A contrario, si on regarde sur ces composants-là, rectangle, cercle ou ellipse, que je clique avec le bouton droit, je vais me rendre compte qu'à aucun moment, en fait, j'ai la possibilité de modifier le style sur ces composants-là, tout simplement parce que c'est des composants qui n'utilisent pas les styles. D'accord? Donc, à partir du moment où on crée un composant qui va hériter de T-style control, dans ce cas-là, on va avoir un composant qui utilise des styles. Et si je crée un composant qui va hériter de T-shape, dans ce cas-là, je vais créer un composant qui n'utilise pas les styles. D'accord? Donc ça va avoir une grande importance, notamment dans la manière dont on va faire notre composant, d'accord? Et en fait, tout simplement, si on regarde un petit peu, qu'on s'amuse à creuser un petit peu le code de ces composants, si je prends par exemple un T-circle, par exemple, ou un T-ellipse, voilà, ou ainsi de suite, je vais me rendre compte que ces composants-là, tous ces composants qui sont des composants non stylés, ont tous en fait une procédure paint. D'accord? Le T-ellipse, le paint il est là, le circle, le paint il est là, d'accord? Donc tout simplement ces composants qui sont des composants non stylés vont avoir une procédure paint et c'est dans la procédure paint que je vais utiliser en fait toutes les fonctions de base et les primitives qui existent dans Delphi pour pouvoir dessiner mon composant avec des lignes, avec des cercles et ainsi de suite. Et je vais dessiner mon composant directement. D'accord? Ça va être le principe de base des composants non stylés et c'est important en fait de comprendre ça. D'accord? Ces composants-là, pour pouvoir les créer, il va falloir passer par la procédure paint et définir comment se dessinent ces composants-là. Dans ces composants-là, il y a également une autre procédure qui est importante, qu'on va retrouver certaines fois, qui est la procédure point in object, qui va me permettre de définir si justement
est-ce que quand je suis aux coordonnées, à certaines coordonnées X et Y, je suis sur mon objet ou je m'y suis pas en fait. D'accord? Donc, dans les composants non stylés, la procédure paint et la procédure point in object vont vraiment être les procédures principales et je vais vraiment dessiner complètement sur le canvas en fait mon composant. C'est le principe de base, encore une fois, des composants non stylés, ce type de composants. Quand on parle des composants stylés, les composants qui utilisent les styles, tout simplement, en fait, la notion est complètement différente, puisque, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, si je clique avec le bouton droit, je vais avoir accès à modifier un style personnalisé, ou un style par défaut. Et en fait, je vais me rendre compte que ces composants ont un style, d'accord, et un style, tout simplement, c'est composé de quoi? Ben, c'est composé de composants, ça peut être des formes également, ça peut être des effets, des animations et tout ça. D'accord? Si je regarde un bouton, je fais modifier un style personnalisé, je vais me rendre compte que voilà, j'ai un petit layout, j'ai un petit rectangle, j'ai des images, voilà, d'accord? J'ai toute une série de choses et d'informations. Dans mon layout, j'ai du texte et ainsi de suite, quoi. D'accord? Donc là, la notion est complètement différente. On n'est pas comme dans le composant non stylé. Pour pouvoir définir un composant stylé, cette fois, je ne vais pas avoir une procédure paint dans laquelle je vais dessiner mon composant, mais je vais tout simplement avoir un style, et c'est dans ce style que je vais définir comment est composé mon composant, quelles sont les parties, les autres composants qui composent ce composant. D'accord? Donc je vais créer graphiquement en fait et visuellement le design de mon composant. Et ensuite, dans le code, j'accéderai aux propriétés des différents composants pour pouvoir les mettre à jour, les faire évoluer, et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est vraiment deux manières complètement différentes de faire. Dans un cas, j'ai un composant qui est dessiné directement. D'accord? Pas de style. Dans l'autre cas, je vais créer un style, et c'est dans ce style que je vais définir comment est composé mon composant. D'accord? Donc voilà, c'est important de savoir qu'il y a les deux, c'est deux choses complètement différentes. Et bien entendu, à partir du moment où je fais un composant rectangle, un composant qui hérite de T-shape, donc il sera un composant non stylé, je peux appliquer tous les styles que je veux à mon application. À aucun moment, ça n'aura un impact sur mes composants. A contrario, quand je crée un composant stylé, quand j'applique des styles sur mon application, ce composant, je vais pouvoir adapter le design de mon composant et je vais même pouvoir le faire évoluer. C'est-à-dire que je pourrais créer un composant stylé, et du coup l'utilisateur va pouvoir, le développeur va pouvoir, en modifiant le style, voilà, rajouter des choses sur mon composant et ainsi de suite. Donc il va être important de définir, lorsque vous allez créer des composants dans FireMonkey, de quels composants vous allez hériter à la base, de manière à définir comment vous allez faire ce genre de composants. D'accord? On laisse de côté tout ce qui est composants non visuels, d'accord? On n'en parlera pas aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y a pas de particularité là avec FireMonkey. On est dans le même genre de choses qu'avec un composant non visuel VCL. La manière de le faire va être exactement pareille. D'accord? On va se concentrer sur ces deux types de composants, les composants non stylés et les composants stylés. Donc si je veux créer un composant stylé, il faudra bien entendu que j'hérite au minimum de TStyleControl. On peut hériter d'autres choses, un panel, label ou autre chose, mais au minimum, il faudra que j'hérite de TStyleControl. Je ne pourrai pas avoir un composant non stylé en héritant de Tshape. Par contre, si je veux un composant qui n'a pas de style ou dans lequel je vais tout dessiner moi-même, dans ce cas-là, je vais hériter au minimum de Tshape. D'accord. Et bien entendu, si je veux un composant 3D, d'accord, mais là on va rejoindre, ça sera comme un composant stylé, d'accord, on va hériter de T-Control 3D. D'accord. Au minimum, je vais hériter de T-Control 3D. Ok.
Donc on va commencer et on va créer un nouveau composant. Pour ça, je peux faire fichier nouveau autre et dans Delphi, je vais avoir composant, d'accord? Ou je peux également aller dans le menu composant et je peux faire nouveau composant. Ici, je vais avoir le choix du type de composant que je vais vouloir créer. Est-ce que je vais vouloir créer un composant VCL pour Delphi, un composant VCL pour C++ Builder, ou est-ce que je vais vouloir créer un composant FireMonkey pour C++ ou FireMonkey pour Delphi. Je vais donc choisir FireMonkey pour Delphi, je vais faire suivant. Ok, ici je vais avoir la liste donc de tous les composants FireMonkey à partir desquels je peux hériter. On a dit qu'au minimum, dans le cas d'un composant non stylé, on va commencer par un composant non stylé, il fallait hériter du T-shape, d'accord? Donc on va tout simplement se faire un composant qui va hériter du T-shape. Je vais faire suivant. Ici, je vais définir quel est le nom de la classe de mon composant, d'accord? Et on va faire un composant qu'on va appeler T-polygone. Je vais définir ensuite quelle est la palette. La palette, c'est la rubrique dans ma palette d'outils dans laquelle va apparaître mon composant, d'accord? Donc on va se faire une palette, par exemple, le dev du jeudi S2, saison 2, d'accord? Et quel est le nom de mon unité et où je vais aller l'enregistrer. On va donc aller enregistrer ça. Hop. Ok. Et je vais appeler ça polygone, par exemple. Voilà. Ok. Je vais faire suivant. Ici, je vais avoir possibilité soit de créer simplement l'unité, soit de décider d'installer mon composant dans un paquet déjà existant, d'accord, ou d'installer dans un nouveau paquet. Et on va dire qu'on va installer ça dans un nouveau paquet, d'accord, et on va créer un nouveau package qui va contenir notre composant. Donc je vais faire suivant. Quel est le nom du package et où on va aller l'enregistrer? Donc on va aller enregistrer ça là-dedans et on va se faire un répertoire package. Package le dev du jeudi saison 2 épisode 13. Et je fais enregistrer. Je peux lui rajouter une description si je veux, d'accord, pour donner une description, on pourrait dire composant pour l'épisode 13 du dev du jeudi. Voilà. Et je vais faire terminer. Ok, il va me demander où il va aller enregistrer. Oui, polygone, on va l'enregistrer ici. Ok. Je tombe sur ce message-là, d'accord, qui, je pense, est suffisamment clair. Il dit clairement que notre unité uPolygone, donc référence le framework FireMonkey, mais le framework FireMonkey n'est pas rattaché au projet, donc voulez-vous activer le framework FireMonkey pour ce projet? Donc oui, bien entendu, puisque c'est un composant FireMonkey que je vais rajouter.
Ok, le package a été installé, les nouveaux composants suivants ont été recensés, d'accord, en l'occurrence le composant T-Polygon. Ok, si ici dans mon groupe de projet, donc on va aller enregistrer le groupe de projet, hop. Faire. Alors, on va enregistrer ça. Voilà, groupe projet Polygon. Ok, donc ici j'ai mon package, d'accord. On voit mon unité U-Polygon, d'accord. J'ai bien entendu la possibilité ici de rajouter des plateformes pour compiler pour les plateformes concernées. J'ai bien mon unité U-Polygon et forcément j'ai les packages FireMonkey qui ont été rajoutés automatiquement. D'accord. Bien entendu, pour pouvoir utiliser mon composant, il va me falloir un projet. Donc on va rajouter ici un nouveau projet. Un projet Delphi FireMonkey de bureau. Voilà, application de bureau, HD. Ok. Je vais aller enregistrer ce projet. Jeudi 2, épisode 3, T-Polygon. Et on va faire un répertoire démo. Ok. Démo Polygon. Ok, et donc il va falloir, hop, si je regarde ici, donc je suis dans l'application, et j'ai bien ici donc, vu que mon package a été installé, une rubrique qui s'appelle le dev du jeudi S2, je vais la faire remonter, d'accord, ça m'évitera de la chercher, on va mettre ça en haut, voilà. Et dans le dev du jeudi S2, j'ai bien un composant qui est un composant, mon composant qui hérite de T-Chef, et qui est mon composant T-Polygon. D'accord. Donc mon composant polygone il est là, forcément pour le moment il n'y a rien dessus, hein, il ne fait rien de particulier, il n'y a rien qui s'affiche. Donc on va travailler sur notre composant maintenant. D'accord, donc j'ai créé un rectangle invisible, voilà, c'est super, hein, c'est un beau composant. Donc on va travailler maintenant sur le composant, d'accord. Ce qui m'intéresse en fait c'est de faire un composant qui va permettre de dessiner un polygone et par exemple avec une propriété qui va permettre de définir le nombre de côtés que l'on va vouloir sur notre composant. D'accord, donc sur notre polygone, quoi, en fait. Donc on pourrait déjà rajouter le constructeur, d'accord. Donc ici je pourrais mettre constructor create de point et Nantes que je vais surcharger avec un override. Donc si je ne me rappelle pas, bien entendu, hein, comment comment est défini le constructeur ou quoi que ce soit, c'est pas très dur d'aller dans T-Shape et de voir ici, voilà, je vais retrouver le constructeur, et donc il me suffit après de refaire copier, c'est déjà, vu qu'on a de T-Control, c'est déjà un override par rapport à ce qui est défini dans T-Control. Donc je définis déjà mon constructeur, ok. Pour le moment, on va laisser comme ça, d'accord, on rajoutera après différentes choses.
Et on va commencer par définir une propriété, d'accord? On a dit qu'on voulait avoir une propriété qui va définir combien de côtés, en fait, on va avoir dans notre polygone, d'accord? Donc pour ça, on va se faire dans Publish, puisque c'est une propriété, encore une fois, qu'on va vouloir avoir dans l'inspecteur d'objets, d'accord? Je rappelle, hein, juste pour rappel, les principales différences entre Publish, Public, Protected et Private, d'accord? Les propriétés qui sont dans Publish vont pouvoir, comme son nom l'indique, être publiées, d'accord? Donc on va pouvoir les voir dans l'inspecteur d'objets. Les propriétés, les fonctions ou les variables qui sont définies dans Public vont être accessibles à tout le monde. Dès que j'utiliserai ce composant, je pourrai accéder à tout ce qui est défini dans Public. Et ensuite, il y a Private et Protected, d'accord? Alors en fait, il faut savoir qu'il y en a même deux de plus. On va expliquer un petit peu la différence. Private, c'est donc des fonctions, des variables ou autres qui sont strictement privées, qui sont accessibles seulement au sein de la classe, d'accord? À la différence entre Protected, ou Protected, tout ce qui est défini en Protected est disponible seulement au sein de la classe et au sein des classes qui vont hériter de ma classe, d'accord? Si je suis une classe qui hérite de tes polygones, ce qui est en Protected, j'y aurai accès. Sauf que, en fait, il y a une petite particularité dans Private et dans Protected qui fait que ce qui est également dans Private et dans Protected peut être également accessible en dehors de la classe à partir du moment où c'est défini dans la même unité. Si je fais un autre composant qui est dans cette unité-là, et il aura accès à tout ce qui est défini dans Private et Protected de ce composant-là. D'accord? C'est pour ça qu'on a deux autres types qui ont été définis, qui sont strict private et strict protected. Donc au début en fait de Delphi, il y a eu de longs discours et tout ça, de longs débats là-dessus, pour savoir c'était pas normal que private et protected, si on permettait d'y accéder à partir de quand on était dans la même unité. C'est pour ça qu'il y a eu ensuite le strict private et le strict protected. D'accord? Donc strict private et strict protected, cette fois, dans le strict private, c'est bien accessible qu'au sein de la classe et pas ailleurs, même si on est dans la même unité. Strict protected, c'est accessible qu'au sein de la classe et des classes qui vont dériver de ma classe, et pas ailleurs au sein de la même unité. Voilà. Donc c'est à savoir par rapport à private et protected. Ok, donc là on va définir une propriété, d'accord? Donc pour définir une propriété, property, le nom de la propriété, donc on va mettre nombre de côtés, voilà, par exemple. Deux points, le type de la propriété, integer, point virgule, et ensuite, donc plutôt que de s'embêter à faire les real, les write et tout ça, et les taper, on fait ça, on tape property, le nom de la propriété, deux points, le type, on pense bien à mettre le point virgule à la fin, et ensuite CTRL-SHIFT-C, et automatiquement il me rajoute donc le real, le write, avec la déclaration de ma variable f nombre de côtés, d'accord, qui est en private, et la procédure qui va faire le write set nombre de côtés, d'accord, qui est ici, qui a été déclaré plus bas bien entendu aussi dans la partie implémentation, qui permet de récupérer la valeur et l'attribuer à la propriété, mais qui me permettrait justement de déclencher d'autres choses lors de la mise à jour de ma propriété. D'accord? Donc on aurait pu taper tout ça directement, le real, le write, ça, mais en fait ça va plus long, plus rapide. C'est plus rapide de dire property, le nom de la propriété, de point le type de la propriété. On met bien le point virgule avant de faire le CTRL-SHIFT-C, il l'enlèvera de toute manière, il décalera. D'accord, et du coup on va initialiser, alors on pourrait mettre un default hein, dans
au niveau de ma propriété, ou on pourrait dire dans le create, je vais initialiser la valeur de ma propriété en mettant par exemple que f, nombre de côtés de points est égal à 3. Voilà, on va dire que la forme de base, ça serait un triangle par exemple. D'accord, donc il y a toujours de nombreux débats. Est-ce qu'il faut mettre un default dans la propriété? Est-ce qu'il faut définir comment ça s'appelle dans le create? Bon, après, Moi, il y je suis pour le a quand même default. des avantages à définir dans le create, Si. mais là, en l'occurrence, comme c'est juste une valeur attribuée, c'est clair que ça serait mieux de définir un default avec la valeur. En fait, la différence, ça va être au niveau de l'inspecteur d'objets, où la propriété va être en gras si elle a été modifiée et elle est en normal si elle n'est pas modifiée. Donc le fait de créer un default va faire qu'elle va être écrite en normal. Par contre, le fait de le déclarer dans le create, comme Thierry vient de le faire, va faire qu'elle va être systématiquement en gras parce qu'elle sera pas à sa valeur d'origine, vu que le create l'a modifié en le mettant à 3. En fait, l'impact, il est C'est la aussi grosse dans le différence. DFM, en fait, tout simplement parce que si vous avez mis un default, comme c'est ce qu'a expliqué aussi William, hein, c'est-à-dire que du coup, c'est la valeur par défaut, donc elle n'est pas intégrée au DFM. Alors que si on met dans le create, c'est la mise à jour de la valeur par défaut, donc il sera intégré directement dans le DFM en fait. Voilà, donc allez, on va, soyons fous, faisons ça comme il faut. Alors, default Merci. 3. Voilà, comme ça William va mieux dormir, sinon il va être chagriné après toute la journée. Donc Ok, donc là pour l'instant on a défini notre propriété. Je vais enregistrer tout ça. Si je voulais déjà dès à présent pouvoir tester, vérifier que j'ai bien ma propriété qui se met et qui s'intègre bien lors de la conception, tout simplement sur mon package ici, je vais pouvoir reconstruire mon package, d'accord. Et donc si je reviens ici, que je reprends mon polygone, on voit bien que j'ai ma propriété qui est pas bien initialisée d'ailleurs au passage. Donc, le default, ça n'a pas pu a priori. Ouais. Donc, on va faire la solution un peu moins bien. Je sais pas, on regardera ça. F nombre de côtés de points égal à 3. Hein. Ok, on peut laisser default 3, on va laisser les 2. C'est pas là que je voulais aller, pardon. Ok, et donc j'ai bien, hop. Donc ouais, il est pas donc on voit bien qu'il est pas en gras justement. Je pense que si t'avais pas laissé les deux, du coup, Ouais, il aurait été en gras. on va le supprimer, juste pour montrer. Donc si je supprime le default à 3, justement. Voilà. Du coup, il est à Hop, 0 par défaut dans le genre et là il va être en gras à mon avis. ok. Et là, donc, je prends des Tu polygones vois? et on voit bien que la Voilà. propriété ici, comme le disait William, est en gras. D'accord. Donc j'ai bien les propriétés déjà de mon composant qui s'affiche. D'accord. Donc on va continuer en fait. Hein. Et on va rajouter les choses hein, pour voir. Cela pour l'instant c'est bien beau, on a une propriété, mais il va falloir dessiner notre objet, d'accord, pour savoir comment il va pouvoir s'afficher. Pour ça, on va utiliser un composant, d'accord, enfin, on va utiliser un type en fait, d'accord, dans le Paint.
qui va être le type TPass en fait, enfin TPass data en fait, qui va nous permettre de définir différents points. En fait, si je m'amuse à regarder cette forme, d'accord, donc ça serait, là en l'occurrence c'est un polygone, mais avec, il y a trois côtés, d'accord, donc on va définir comment ça s'affiche. Donc simplement on va définir notre premier point qui est ici, d'accord, notre deuxième point qui est ici, on va tracer une ligne entre ce premier point, le premier point qui est ici, pardon, le deuxième point qui est ici, on va tracer une ligne entre le premier point et le deuxième point. Entre le deuxième point et le troisième point, on va définir le troisième point ensuite qui est là, on va dessiner une ligne. Pareil, ensuite je vais définir mon quatrième point, je vais dessiner une ligne. D'accord? Donc ça, je vais utiliser un type qui est le type TPassData, qui va me permettre justement de définir différents points, et ensuite je vais pouvoir définir des lignes pour pouvoir dessiner en fait tout simplement mon composant. D'accord, donc pour ça, on va se créer dans notre composant une variable, d'accord, qu'on va mettre en private, j'ai pas besoin qu'elle soit accessible depuis l'extérieur, qui va être un pass, d'accord, et qui va hériter de tpass data. Et on va se faire une procédure pour pouvoir créer notre pass, d'accord. Attends. Sur pass, ok, JC. Et bien entendu, il va falloir que je puisse, puisque je vais instancier après mon pass, donc il va falloir que je puisse le détruire, d'accord. Donc de la même manière qu'on a créé le constructeur, on va créer le destroy, d'accord, destructeur. On se rappelle, si jamais je ne me rappelle plus comment c'est défini, je peux aller sur la classe de base et vérifier. Voilà, tout simplement le destructeur, il est ici. Hein. Donc de la même manière, je vais pouvoir ici faire destructor, destroy, override. Ok. Donc je vais commencer par instancier ma variable fpass, d'accord. Donc pour ça, dans le create, je vais tout simplement faire que fpass est égal à tpassData.create, d'accord. Et bien entendu, dans le destroy, je vais pouvoir faire, par exemple, un free anil de fpass. D'accord, donc j'instancie ma variable dans le create et je la détruis dans le destroy. Donc on fait attention aux inherited, hein, en fait, tout simplement, j'ai créé un composant qui hérite d'une autre classe. Dans le create, il faut déjà qu'il crée tout ce qui est nécessaire à la classe de base, donc je fais bien le inherited avant, d'accord, de manière à ce que tout soit créé correctement, et après je vais pouvoir mettre à jour mes variables, mes données, et ainsi de suite. Et dans le destroy, par contre, je libère bien tout ce que moi j'ai créé, moi personnellement, avant de faire le inherited, puisque le inherited du destroy va lui s'occuper de libérer justement tout ce qui concerne la classe dans laquelle j'ai hérité. Donc ça se fait forcément à la fin, au dernier moment. Ok. Donc il me reste maintenant à créer mon pass, d'accord, de manière à pouvoir ensuite définir et à dessiner ma forme, d'accord, pour pouvoir la peindre. Ok, pour ça, je vous rassure, j'ai pas appris le code par cœur, hein. J'ai pris le code, je triche un peu, j'ai le code sous les yeux.
Ok. Donc je vais me faire une variable i de type integer et une variable angle, une variable radius de type double. Ok. L'angle est égal à... Alors, par contre, je vais faire des maths, donc je vais avoir besoin de l'unité. C'est système.math, si je me souviens bien. Système.math, voilà, là. Pardon, angle est égal à 2 fois pi divisé par le nombre de côtés. Et le radius est égal à... Alors, on a la possibilité, vu qu'on hérite d'un T-shape, d'avoir la propriété ShapeRect, qui va me permettre de récupérer le rectangle qui contient mon composant, d'accord? D'accord, donc je vais pouvoir du coup, avec ShapeRect, récupérer la propriété width, d'accord, pour savoir la largeur, d'accord, et ShapeRect.height pour avoir la hauteur. Ok, ensuite on va s'occuper de créer mon pass. Donc pour ça, fpass. D'accord, donc fpass, en fait, si on regarde, ça va contenir toute une série de points. Je rappelle que donc le but c'est d'enregistrer les différents points. Après, on dessinera des lignes entre les différents points. D'accord. Donc déjà, on va définir un nouveau pass. Donc on va faire un clear pour être sûr qu'on ne conserverait pas des anciennes choses. Ok. Et quand j'aurai fini de définir mon fpass, je vais faire un close pass. D'accord? C'est ce qui va me permettre de définir la fin, de définir que voilà, mon chemin, mon pass en fait, hein, encore une fois, qui va contenir le point 1, 2, 3, 4. Quand je suis arrivé au dernier point, je vais lui préciser que je fais un close pass de manière à lui définir qu'il peut fermer mon chemin et que c'est terminé. D'accord. On va se faire une fonction qu'on va appeler... qu'est-ce qu'on peut lui donner comme nom? On va mettre ça en private, il n'y a pas besoin de la mettre. C'est sur photo vertex à laquelle on va passer n qui correspond au point sur lequel je vais aller, d'accord. Ensuite, on va lui passer l'angle, le radius, d'accord, donc c'est des double. Hop. Et un booléen. On mettra tout en défaut pour ne pas avoir besoin de le préciser dans tous les cas où je veux que ça soit une ligne. En fait, je le réutilise après dans ma procédure. CTRL-SHIFT-C de la même manière, d'accord. Ici, je vais me faire une variable nouveau point, pardon, de type tPoint. Alors, où c'est qu'il est défini, lui? Il doit manquer une unité dans USIS.
Système.type, donc hop, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Système.type, voilà. Donc t.f, je rappelle que maintenant, hein, depuis FireMonkey, la plupart des propriétés, des coordonnées, tout ça sont définies avec des flottants et pas des entiers, d'accord? Donc c'est ce qui fait la différence entre un t-point et un t.f, d'accord? D'accord, un t.f, hein, si je regarde, donc c'est j'ai un x et un y qui sont des singles et qui ne sont pas des entiers, d'accord, mais des flottants. Ok. Donc nouveau point x est égal à 8 divisé par 2 plus cosinus de n fois l'angle fois le radius. Ok, n étant le point sur lequel on est situé. Nouveau point y est égal à la même chose mais avec la hauteur bien entendu et forcément avec un sinus, pas un cosinus, n fois angle fois radius. Ok, ensuite j'ai défini ici une variable isLine2 tout simplement pour savoir si je veux juste me déplacer sur le point ou si je veux tracer une ligne entre les différents points. Donc tout simplement, if isLine2, donc dans ce cas-là, sur ma propriété fPass, je vais appeler la fonction line2 qui me permet de définir, de tracer une ligne, d'accord? Donc il est déjà sur un point, donc il va tracer une ligne vers le nouveau point. D'accord? Donc le nouveau point, il est tout simplement défini ici, nouveau point. Ok. Et sinon, je peux vouloir également juste faire un move to, dans ce cas-là. Hop, je n'oublie pas de ne pas mettre le point virgule, pardon. Dans ce cas-là, je vais juste me déplacer, je ne vais pas tracer ma ligne. D'accord? Nouveau point. Ok, donc j'ai défini ma procédure AutoVertex. Ici, donc, le but c'est de créer mon pass. Pour ça, je vais faire donc AutoVertex 0 angle radius. D'accord? Et cette fois, je vais mettre juste false d'abord. Si je veux juste me déplacer sur comment ça s'appelle sur le premier point. D'accord? Et ensuite, je vais faire un for i de point est égal à 1 jusqu'à nombre de côtés. D'accord? C'est ce que j'ai défini. Et ici, je vais rappeler AutoVertex. Simplement, cette fois, je vais passer i. Donc, je vais passer également angle. Je vais passer mon radius. Et j'ai pas besoin de passer le dernier paramètre, parce que par défaut, il est à true. Donc, ça veut dire que cette fois-là, il me dessinera automatiquement ma ligne. D'accord? Donc, je remets à 0 mon pass, d'accord, qui contient toute la série de points. Je me déplace sur le premier point, je me positionne sur le premier point, d'accord. Ensuite, je fais une boucle pour aller sur tous mes points et j'appelle la fonction AutoVertex qui, du coup, va calculer quelles sont les coordonnées du nouveau point, ok, et va dessiner une ligne entre l'ancien point sur lequel il était et le nouveau point. Et il va de cette manière-là me dessiner ma forme. Ok. Donc ici, je reviens sur mon paquet. Je vais refaire construire. Et si je reviens ici sur mon unité,
Je reprends mon polygone et forcément il m'a rien dessiné puisqu'à aucun moment je lui ai dit de dessiner quelque chose. D'accord, on a juste créé le pass. Pour le moment, on n'a pas dessiné. On va faire une petite pause, vu l'heure. Ça, je vous mets en haleine. Qu'est-ce qui va se passer? Et je vais regarder vos questions. Et puis, on va reprendre dans quelques minutes et on va continuer. Puisque maintenant, encore une fois, on a créé le pass. Le but maintenant, c'est bien entendu d'utiliser ce pass pour faire le dessin directement de ma forme. D'accord? Ok, est-ce que vous avez des questions? Alors, ok. Par rapport au développement iOS, avez-vous fait un exemple d'utilisation du T-Web Browser avec récupération du résultat d'une fonction JavaScript? Donc non, vous aviez posé la même question la semaine dernière. Donc non, j'ai pas fait ce genre de test ou de composant. Donc je sais pas, il y a un composant T-Web Browser, mais qui est spécifique à iOS dans FireMonkey. Et j'avoue que je ne me suis pas penché dessus pour savoir est-ce qu'on peut récupérer le résultat d'une fonction JavaScript. Je ne suis pas sûr que ça soit très simple à faire, mais je ne sais pas. Donc je n'ai pas creusé, donc je ne sais pas. Alors, c'est très pénible la façon dont le type de projet est défini dans X2+, donc X3, X4 aussi. Le XML, le point des proches, contient des attributs qui conditionnent le comportement de l'IDE indépendamment du source. Exemple, la distinction DFM-XFM ne se fait pas par la présence du fichier, mais par l'attribut framework type du DProche. Okay, mais c'est pas une question en fait. Oui, il faut. C'était, il le spécifie juste après. C'est juste. J'essaie de réfléchir. Quelle était la question exactement? Non, c'est que ça a évolué effectivement avec X2 et le fait d'arriver avec FireMonkey. Et vu qu'un projet ne doit contenir théoriquement que du FireMonkey ou que de la VCL, bah, du coup, plutôt que de le réécrire pour chaque fiche, effectivement, ça a été déporté dans le projet, vu que le projet est censé être seulement sur une des deux technos. Donc, plutôt que de le faire partout, autant le faire qu'à un seul endroit, quoi. Voilà, tout simplement. Alors après, effectivement, il a essayé de faire des trucs, c'est dans les questions suivantes. Et bah oui, du coup, oui, effectivement, quand on veut faire des trucs particuliers... On peut définir un nouveau type de fiche, mais l'IDE s'en mêle complètement les pinceaux. Forcément, parce que pour lui, il y a que deux types de fiches, et si on en crée un troisième, bah, il comprend plus rien. C'est pas fait pour. Ok, d'accord. Question sur les portées. Toujours pas de classe amie, accès à la partie protégée d'une classe d'une autre unité. Non, donc il n'y a toujours pas, enfin, il n'y a pas ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est prévu ou planifié ce genre de possibilités, mais non, ça y est pas en tout cas pour le moment. Et après, donc, c'était une remarque de notre ami Paul Tutt qui précisait par rapport à la propriété par défaut, le default qu'on avait là. Où c'est qu'il est, ah oui, je l'ai enlevé tout à l'heure, c'est pour ça. On va le mettre. Default, donc il faut bien les deux en fait. Il faut que le default soit mis dans la propriété et dans le create en fait. Et donc c'est ce que Paul précise. Si default égale à 3 et que le create ne le fixe pas à 3, le DFM ne conservera pas la valeur 3 et à l'exécution il sera à 0. Après, bon, dans le cas présent, c'est pas plus mal parce que quelque part, le but c'est éventuellement de changer le nombre de côtés. Donc pourquoi pas le mettre en gras parce qu'on veut que l'utilisateur remarque que cette propriété est à modifier. C'est pas choquant, mais c'est bien de savoir qu'il faut les deux effectivement quand on veut pas que ça soit en gras avec une valeur par défaut. Ok, pas d'autres questions? Non, mais on va faire une petite pause alors. Avant de voir ce que va donner notre composant. Petite pause, café, pipi, et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.